le service public aujourd'hui a pris parti pour la cause palestinienne. Un certain nombre des intellectuels aussi. Si vous êtes aujourd'hui artiste, comédien, acteur et que vous prenez position pour Israël, vous ne faites plus carrière. C'est terminé. Vous êtes mort. Oui, il y a une espèce de pro-palestinisme dans le monde intellectuel. Je crois qu'il y a un tas de médias qui font la propagande du Hamas pour parler vite. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème cette semaine l'autre collaboration, les origines françaises de l'islamo-gauchisme, titre du dernier livre que vient de publier en février aux éditions Plomb, le philosophe et écrivain français Michel Onfray. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir en ligne depuis la France l'auteur lui-même de cet ouvrage, Michel Onfray. Bonjour et shalom Michel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur depuis 3 décennies, et même plus de 3 décennies, de très nombreux ouvrages dont je ne citerai les titres seulement des ouvrages que vous appelez des ouvrages politiques, car vous avez aussi écrit dans bien d'autres domaines, dans la philosophie, la critique poétique, l'art et l'éthique. Mais parmi vos derniers ouvrages politiques, vous avez notamment publié, donc à peu près depuis une décennie, Le miroir aux alouettes en 2016, La parole au peuple en 2017, Une théorie de la dictature en 2019, L'impensé de la gauche toujours en 2019, et puis aussi en 2020, Vie parallèle, des vies qui concernent celles de De Gaulle et de Mitterrand. Et puis vous avez ensuite publié le premier tome de Puissance et décadence, une politique de civilisation. Et ensuite Le fétiche et la marchandise en 2023. Et le second tome aussi de Puissance et décadence. L'autre collaboration, c'est le titre qui nous intéresse. Vous venez de le publier en février, donc aux éditions Plomb. Et en fait, c'est le 11e ouvrage presque depuis 10 ans, ce qui est une production assez considérable. Ma première question, pourquoi avoir intitulé cet ouvrage L'autre collaboration, un ouvrage d'ailleurs qui commence par le rappel factuel des massacres sauvages perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 dans le pourtour de Gaza contre les Israéliens. Alors j'allais vous demander, pour entrer en matière, qui collabore, avec qui et à quoi ? Oui, alors disons que mon travail philosophique consiste à démythologiser. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je veux dire aussi bien la psychanalyse freudienne que la fascination pour Sade et le sadisme, la domination de l'idéalisme dans l'histoire de la philosophie occidentale, l'idée que le XXe siècle, par exemple, aurait inventé l'art contemporain alors qu'il y a eu des artistes qu'on appelait des incohérents qui, au siècle précédent, l'ont, eux, inventé. Et donc, je souhaite déconstruire comme ça un certain nombre de mythologies. Il y a une mythologie qui consiste à dire que la droite aurait été collaborationniste et antisémite pendant que la gauche aurait été résistante et philosémite. Et j'avais, pour Le Figaro, fait un article comme ça de chic en disant non, c'est faux, il y a eu un antisémitisme de gauche depuis au moins Voltaire, si tant est que Voltaire puisse être assimilé à la gauche, enfin disons au progressisme. Et j'avais donné un certain nombre de noms, parfois des noms étonnants, comme ceux de Jaurès, qu'on n'attendait pas du côté de l'antisémitisme. Marx, qui lui avait cessé d'être juif puisque son père s'était converti au protestantisme, mais qui était d'origine juive. On connaît son livre terrible contre les juifs. Et je disais, mais même jusqu'à l'abbé Grégoire, dont le livre présenté comme un livre philosémite est pour moi un livre antisémite. Quand on parle de régénérer les juifs, ça veut dire qu'ils sont dégénérés. Je ne comprends pas qu'on ait pu accorder de l'intérêt à ce livre-là, du moins un intérêt en disant qu'il défendait la cause des juifs. Il disait un bon juif est un juif mort, d'une certaine manière, c'est-à-dire moins vous serez juif, mieux ce sera. Plus vous serez citoyen français, plus vous aurez oublié votre judaïsme, mieux ce sera. Et ce texte m'a valu évidemment pas mal d'ennuis, et je me suis dit, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Si vous voulez vraiment que je continue, en plus sous la forme d'un article pour Le Figaro, mais d'un livre, alors à ce moment-là, je vais vous raconter comment le XXe siècle a été antisémite du côté du progressisme. Et là, je suis allé de découverte en découverte. Je ne savais pas qu'en travaillant sur ce chantier-là, je découvrais des choses aussi effrayantes. Et je me suis dit, eh bien, allons-y. Et j'ai découvert qu'avec Alain, c'était moins connu, mais avec Sartre, avec Beauvoir, avec Foucault, avec Jean Genet,
mais également aujourd'hui avec Alain Badiou, ou alors il y a peu de temps avec Coulabart ou Jean-Luc Nancy. Tous ces philosophes-là, Garaudy par exemple aussi, bien sûr, tous ces philosophes-là ont été antisémites de près ou de loin. Deleuze également. D'ailleurs, je dois dire que quand mon texte a été terminé et qu'il y avait abondance de citations, mon éditeur a acheté les citations, a souhaité acheter les citations, comme on le fait habituellement, parce qu'il y avait parfois de longues citations, et que les éditions Gallimard et les éditions de Minuit ont refusé de vendre les citations. Je n'ai pas pu citer Sartre, je n'ai pas pu citer Beauvoir, je n'ai pas pu citer Jean Genet, je n'ai pas pu citer Michel Foucault et Gilles Deleuze, parce que les éditeurs m'ont refusé le droit à la citation. Et pourtant, c'était des preuves à l'appui. Voilà, c'est-à-dire que quand on découvre chez Jean Genet un éloge d'Adolf Hitler, un éloge des miliciens, un éloge des tankistes nazis, un éloge du commandant de la division Das Reich, c'est écrit, et moi je préférais que ce soit avec les points et les guillemets qui permettaient de savoir ce que Jean Genet avait véritablement écrit, plutôt que moi on aurait dit, mais en fait il a fait une synthèse, et cette synthèse elle est évidemment subjective. Pour répondre plus directement à votre question, ça débouche tout ça sur un islamo-gauchisme. Et qui collabore avec qui et pour quel type de collaboration? Eh bien, ce sont les philosophes de gauche, c'est la gauche progressiste, qui collaborent avec un islamisme radical, une théocratie qui vise à faire tomber tout ce qui est démocratie occidentale, un compagnonnage évidemment avec l'antisémitisme, et tout ça pour nettoyer, je dirais d'une certaine manière, une espèce de vieille Europe judéo-chrétienne qui est en train de s'effondrer, au profit d'un internationalisme qui permettrait une révolution planétaire. On a changé le schéma, puisque Marx nous disait qu'il y avait une avant-garde éclairée du prolétariat. Il n'y a plus à proprement parler un prolétariat défini comme il l'était par Marx, c'est-à-dire les gens qui ne possèdent pas les moyens de production, et des bourgeois qui posséderaient les moyens de production. Un petit artisan, par exemple, boulanger dans un village, il possède ses moyens de production, c'est donc un bourgeois, dans le sens de Kant, de Marx. Et puis, quelqu'un qui serait un patron d'une grande entreprise, par exemple, et qui ne serait qu'un gestionnaire de grande entreprise, eh bien, ce serait un prolétaire parce qu'il ne disposerait que de sa force de travail. Donc, on voit bien que le schéma marxiste s'étant effondré, il a fallu lui substituer un autre schéma, et c'est le schéma des islamo-gauchistes qui pensent qu'il faut remplacer l'avant-garde éclairée par une espèce de néo-peuple fabriqué avec des féministes radicales, fabriqué avec des déconstructionnistes, fabriqué avec des gens de couleur, et puis surtout avec des gens qui se réclament de l'islam, donc qui se réclament de l'antisémitisme. Et je disais donc qu'effectivement, il y a une collaboration des intellectuels avec ce projet culturel antisémite de détruire les frontières et de réaliser sur la planète entière une révolution prolétarienne. Il faut dire que le MEDEF pense exactement la même chose, non pas pour réaliser la révolution prolétarienne, mais pour transformer les individus en consommateurs, puisqu'il n'y a que le consumérisme qui intéresse ces gens-là. Donc il y a un schéma français qui est très axé sur Hitler, la Seconde Guerre mondiale, les camps de la mort, etc. etc. Et aujourd'hui, on hitlérise tout le monde, on se sert de Radursurglan comme d'une métaphore. Et on procède à l'inversion, que les victimes des nazis sont devenus eux-mêmes des nazis, c'est classique. Voilà. Et donc je disais, mais on ne parle que de cette collaboration qui était celle des années 40, mais je dis, il y a aujourd'hui une autre collaboration, c'est celle-ci, c'est-à-dire les intellectuels qui collaborent à l'islamo-gauchisme, au projet de l'islamo-gauchisme. Alors, cette position tout de même assez originale, qui s'accompagne aussi au niveau de l'actualité de prise de position assez pro-israélienne de votre part, n'a-t-elle pas eu pour effet de vous ostraciser dans certains milieux intellectuels et médiatiques français, puisque quand vous prononcez une phrase, comme par exemple, vous écrivez que Jean-Paul Sartre a commencé à résister dès 1946, et vous faites la même chose avec Simone de Beauvoir, vous déboulonnez des idoles, et ça ne plaît pas beaucoup, c'est-à-dire que il y a évidemment, vous prenez le risque d'être vilipendé aux quatre coins du spectre idéologique français aujourd'hui. Non, parce que la détestation, elle s'est faite il y a bien plus longtemps que ça, avec mon livre sur Freud, qui s'appelait Le crépuscule d'une idole. Et j'avais été détesté par un certain nombre de psychanalystes qui n'aimaient pas beaucoup que j'explique que la psychanalyse ne soignait pas. Texte à la pluie, là encore, c'est Freud qui lui-même disait que la psychanalyse était un blanchiment de nègres. Je faisais savoir que Freud justifiait qu'on puisse dormir pendant qu'on analysait, d'où l'intérêt du dispositif du fauteuil derrière le divan. Je racontais qu'effectivement Freud disait qu'il fallait faire payer en liquide pour pouvoir montrer aux patients que ça lui coûtait véritablement, mais que ça avait aussi l'avantage d'échapper au fisc.
Et donc, quand mon livre est paru, Elisabeth Roudinesco, qui est la veuve de Sigmund Freud, comme chacun le sait en France, a lancé contre moi une campagne en disant que j'étais antisémite. Ça a marché d'ailleurs, ça a assez bien marché. Des doubles pages dans Libération, des doubles pages dans Le Monde, des émissions de France Inter et du service public consacrées contre moi. Il y en a même eu une encore il y a quelque temps sur France Inter qui s'appelait Affaires sensibles. Je suis donc une affaire sensible. Et je dirais la rupture avec la gauche parisienne et germanopratine, elle date de mon livre sur Freud. Après, j'ai fait un livre contre Sade en disant exactement la même chose, en disant qu'on ne pouvait pas faire de cet homme qui était misogyne, lui aussi antisémite, qui était homophobe, etc., enfin, un héros de la libération du sexe. Et donc, je suis détesté par cette gauche-là depuis très longtemps. Quant aux Sartriens, oui, évidemment, ils ne veulent pas qu'on dise qu'il a été l'auteur de l'année d'une revue qui s'appelait Comédia, qui était une revue collaborationniste, une revue dans laquelle il a écrit 3 fois, y compris en 1944. Ils ne veulent pas non plus qu'on dise que Simone de Beauvoir a travaillé à Radio Paris, dans une radio collaborationniste, quelques semaines avant le débarquement du 6 juin 1944. Ils n'aiment pas beaucoup l'histoire, ces gens-là. Donc évidemment, j'ai été un antisémite pendant des années, et avec des campagnes de presse dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire qu'il fallait mobiliser à chaque fois Libération, France Inter, Le Monde. Donc ça continue. Je dirais, c'est pas très grave de se faire insulter par les gens si on dit des choses justes et des choses vraies. Là Absolument. encore, je travaille, et quand j'ai dit des choses sur Freud, quand j'ai dit des choses sur Sartre ou sur Simone de Beauvoir, il y a des citations, il y a des références, elles sont faciles à constater. Alors, vous vous dites vous-même, et vous vous êtes dit tout à l'heure aussi, plusieurs fois surpris, suite à vos recherches approfondies pour écrire ce livre, qui n'est que la suite de vos travaux antérieurs, mais par la massivité assez stupéfiante et la continuité de cet antisémitisme de gauche. Alors, à quoi attribuez-vous ce phénomène qui a été longtemps occulté et et depuis quand vous l'avez-vous repéré dans vos recherches, ce phénomène tout de même assez original? Alors, il faudrait faire une histoire de l'antisémitisme. Assez rapidement, on peut dire qu'il y a eu longtemps un antisémitisme catholique. Les Juifs étaient le peuple déicide, ils avaient rendu possible la mort du Christ. Donc ça dure pendant un bon millénaire. Avec Jean Chrysostome, Saint-Augustin, un certain nombre de pères de l'Église qui justifient cette prise de position. Et puis, il y a un antisémitisme qui, lui, est plutôt un anti-judaïsme, c'est-à-dire qu'avec des gens comme Voltaire, on estime qu'il faudrait en finir avec la civilisation judéo-chrétienne et que finalement Jésus était un juif et que si on voulait en finir avec le clergé, il faudrait en finir avec un certain type de théisme au nom d'un déisme qui nous permettrait un Dieu rationnel et raisonnable. Ça, c'est finalement la philosophie du XVIIIe siècle et elle est anti-judaïque. Et puis au XIXe siècle, on voit apparaître un antisémitisme qui devient politique. Il y a eu la révolution industrielle, il y a le capitalisme, et à partir de ce moment-là, on commence à associer le capital, le capitalisme, l'argent et les juifs. Évidemment, les chrétiens interdisent l'usure et demandent aux juifs de faire ce travail à leur place. Et quand vous êtes usurier et que vous êtes talentueux comme usurier, vous avez du talent dans la banque, dans la finance. Et après, on stigmatise le talent dans la banque et la finance alors qu'on l'a fabriqué, puisque on a refusé de faire ce travail, que les chrétiens ont refusé de faire ce travail en demandant aux juifs de le faire, et après, ils le lui reprochent. Et donc, évidemment, l'argent, c'est le capital et le capitalisme. Et on trouve ça chez Marx, mais on trouve ça aussi chez la totalité, ou presque, des socialistes français du 19e siècle, et notamment chez Proudhon, que j'aime beaucoup et que je défends souvent, sauf cette partie-là. Et puis, il y a un antisémitisme que je dirais néo-scientifique ou pseudo-scientifique, avec des considérations anthropologiques, craniologiques, avec la phrénologie. On dit, mais on est capable de reconnaître un juif en regardant son nez, ses oreilles, son menton, sa pilosité, ou ce genre de choses. Et là, on a des Vacher de la Pouge et quelques autres qui donnent l'impression que l'antisémitisme est fondé scientifiquement. Et puis, il y a la Shoah. Et on ne peut plus se réclamer de l'antisémitisme comme on le faisait précédemment. Et il faut trouver autre chose et autrement. Et comme la Shoah est suivie par la création de l'État d'Israël, eh bien, la gauche qui est devenue antisioniste nous a dit, mais non, mais moi, je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme. Je pense juste que le sionisme, c'est le colonialisme et que quand on est de gauche, on ne peut pas ne pas être anticolonialiste, et puis, etc. Donc, on connaît le discours. Et c'est le nouvel antisémitisme. C'est un antisémitisme qui nous dit que il faudrait que les Palestiniens puissent exister du fleuve à la mer.
Ça veut dire qu'il faut éradiquer les juifs de leur terre, et donc on voit bien qu'il y a un antisémitisme qui a pris la place, qui a pris sa place dans l'histoire de l'antisémitisme du Christ, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Et pour le coup, cet antisémitisme, il est préempté par la gauche. Et l'islamo-gauchisme, c'est ça. Ah, mais nous, on adore les juifs, vous savez, on n'a rien contre les juifs, simplement, l'État d'Israël n'est pas légitime et il faudrait détruire cet État d'Israël. Et puis, si vous creusez un petit peu, vous vous apercevez qu'on retrouve les poncifs de l'antisémitisme ancien, c'est-à-dire les juifs sont partout, ils détiennent les manettes du monde entier, ils sont dans la presse, ils ont l'argent, ils ont le capital, et si nous voulons faire une révolution socialiste, économiste et communiste, eh bien, il faut se défaire du pouvoir des juifs, voilà, la vieille obsession des soviétiques qui parlait du pouvoir judéo-bolchevique. Donc on voit un peu cette espèce de délire de tous ces gens qui, à partir du gauchisme, mais on a encore les communistes du Parti communiste français sont toujours sur ces questions-là. N'oublions pas que le Parti communiste a été pendant 2 ans signataire du pacte germano-soviétique et qu'il y avait quand même une détestation des juifs qui était commune aux nazis et aux bolcheviks à cette époque-là, et qu'il est resté même pas cette trace, mais cette espèce de force noire et qu'ils essaient d'invisibiliser, qui est celle de l'antisémitisme, qui est structurant de cet islamo-gauchisme. Alors cet islamo-gauchisme dont vous dites par ailleurs qu'il est souvent fasciné par la violence, le mythe de la violence libératrice dans les processus historiques d'émancipation, eh bien ce wokisme, où est-ce que vous situez qu'il est né? Est-ce qu'il a rapport au wokisme dont on parle beaucoup aux États-Unis? Est-ce qu'il a été généré par l'Europe et surtout par la France? Vous citez Garaudy comme l'un des masters, l'un des maîtres d'œuvre de cet islamo-gauchisme. On a l'impression que ça fuse de partout. Oui, mais la date de naissance, elle est très simple, c'est l'effondrement de l'Empire soviétique. C'est-à-dire que dès que l'Empire soviétique s'est effondré, le mur de Berlin, puis l'Empire soviétique, et puis en France, je dirais en 83, dès l'effondrement de la gauche mitterrandienne, dès que Mitterrand dit mais finalement les bonnes idées en politique, ce sont les idées de Giscard d'Estaing, la gauche est veuve d'une espèce d'idéologie qui était celle de la social-démocratie associée au Parti communiste planétaire. Et donc, il faut bien trouver une idéologie de substitution. Donc, l'idéologie de substitution, soit la gauche pense et travaille, mais là, elle avait autre chose à faire, elle était au pouvoir, elle jouissait de l'exercice du pouvoir, soit elle s'en va chercher une idéologie qui existe déjà, et cette idéologie, elle s'est retrouvée sur des campus américains, pas tous, mais certains, avec ce qu'on a appelé le déconstructionnisme. C'est-à-dire que des philosophes français, comme Derrida, comme Foucault, comme Deleuze, comme Guattari, qui sont pas faciles à comprendre déjà en langue française parce qu'ils ont pris le parti d'une espèce de délire verbal et poétique, sont des gens qui sont traduits aux États-Unis. Donc vous imaginez bien la déperdition qu'il y a entre le style de Deleuze et puis le style de Deleuze traduit en anglais. Et ce style traduit en anglais, il est commenté par des professeurs sur des campus, donc ça finit par donner tout et n'importe quoi. Maintenant, ce sont des philosophes qui sont décontextualisés, c'est-à-dire que tous les philosophes qui ont été structuralistes au XXe siècle ont cessé de l'être de leur vivant, sauf ceux qui, évidemment, quelqu'un comme Lacan meurt, donc il n'a pas le temps de revenir sur ce sujet, mais aussi bien Barthes que Foucault, que Deleuze, etc., tous reviennent sur le structuralisme en disant c'est une impasse. C'est une impasse. Cette idée qu'il n'y aurait que des structures, qu'il faudrait en finir avec l'humanisme. Foucault dit non, finalement, passons à autre chose. Et sur la fin de son existence, il travaille sur la constitution du sujet gréco-romain, notamment pour voir comment on peut reconstituer un sujet post-occidental. Et les déconstructionnistes américains ne prennent pas en considération cette idée que les philosophes français eux-mêmes ont dit que c'était une impasse. Et cette espèce de structuralisme pour les nuls, il est devenu la base d'une philosophie qui nous revient, mais pour le coup avec des militants assez incultes, qui eux réduisent des philosophes à un mot, à un slogan. Je pense que ni Derrida, ni Deleuze, ni Foucault n'auraient été très contents de ce qu'on fait de leur propre travail. Et cette espèce de sous-produit de ce qu'on appelait la fameuse French Theory, la théorie française, c'est-à-dire le structuralisme français qui part aux États-Unis et qui revient en France après la déperdition d'énergie, des traductions et des commentaires. Tout ça a généré, dans les années 80, Mitterrand étant au pouvoir, une idéologie de substitution. Un think tank qui s'appelait Terra Nova a dit d'ailleurs à un moment donné, dans une lettre qui avait été envoyée aux militants socialistes, qu'il fallait renoncer au peuple
que le peuple était parti chez Jean-Marie Le Pen et qu'il fallait recréer un peuple de substitution, justement, avec des Maghrébins, avec des Africains, avec des islamistes, avec des déclassés, avec des féministes radicales, et qu'avec tout ça, on ferait une espèce d'avant-garde éclairée du prolétariat. Vous avez eu raison de dire que cette gauche faisait l'éloge de la violence derrière Engels. C'est Engels qui a théorisé le rôle accoucheur de l'histoire, de la violence. Et là, pour le coup, on associe la violence, cette espèce de peuple, pour le coup, les racailles des banlieues aujourd'hui, en disant ben, le moteur de l'histoire, il se trouve ici, il faut renverser le capitalisme, donc le sionisme, donc la pensée juive, donc les juifs, et on va le faire avec des gens qui se réclament de ce déconstructionnisme-là, ces gens qui descendent dans la rue aujourd'hui, par exemple, comme il y a quelques jours avec la Journée de la femme, et qui militent pour le féminisme avec des drapeaux palestiniens. Absolument. Donc, alors, est-ce que dans cette espèce de guerre de civilisation qui dit pas son nom, où le monde occidental semble avoir complètement perdu sa boussole et égaré ses valeurs, pensez-vous que dans ce contexte très houleux, qu'Israël, qui a été mis au banc, j'allais dire, de la communauté internationale, ou plutôt en position de haute solitude par rapport aux autres nations du monde, pensez-vous qu'Israël agit suffisamment bien pour contrôler cet immense tsunami antisémite, antisioniste d'aujourd'hui? Est-ce que, vu de France et de Paris, est-ce que vous pensez qu'Israël se défend bec et ongle comme il le faut? Non, je ne crois pas. Et là, je crois qu'il y a un tas de médias qui font la propagande du Hamas pour parler vite. Je veux dire, hier soir, je regardais sur la 5 une émission dans laquelle on nous montrait le conflit israélo-palestinien du côté des femmes. Ah, oui. Et on nous a montré des femmes dont une disait qu'elle était sympathisante du Hamas et que il n'y a pas eu de problème, elle a pu développer toute sa théorie sans aucun problème. Le service public aujourd'hui a pris parti pour la cause palestinienne. Un certain nombre des intellectuels aussi. Si vous êtes aujourd'hui artiste, comédien, acteur et que vous prenez position pour Israël, vous ne faites plus de carrière. C'est terminé. Vous êtes mort. C'est même plus que vous n'aurez pas de César, c'est que vous n'aurez plus d'embauche. C'est que vous ne tournerez plus si vous êtes cinéaste ou si vous êtes acteur ou comédien, vous n'aurez plus l'argent nécessaire. Donc oui, il y a une espèce de pro-palestinisme dans le monde intellectuel. Et il est difficile. Alors je pense qu'Israël se défend bien, sauf que quand le message est brouillé, on ne l'entend pas. C'est-à-dire que quand le message est brouillé et qu'on fait dire à Israël le contraire de ce qu'il dit, ou qu'on ne dit pas ce que sont ses propres thèses, moi je souhaiterais travailler par exemple sur cette idée qu'il y a un philosophe qui a rendu possible une éthique de l'échange militaire, de l'échange guerrier. Je suis allé sur le bord de la bande de Gaza. J'ai rencontré des militaires qui m'ont expliqué que, effectivement, il y avait une éthique de cette guerre-là. On n'en parle jamais. Personne, moi, je n'étais pas au courant de cette thèse-là, par exemple. Projet de faire un film pour expliquer un peu comment tout ça fonctionne, parce qu'effectivement, il y a une guerre de communication et que, hélas, la démographie joue contre le peuple israélien. Vous regardez la communauté musulmane planétaire, ce sont des milliards de gens avec des dizaines de peuples, des dizaines d'États, je veux dire, beaucoup d'argent, et puis vous avez cette petite pointe qui est Israël quand vous regardez sur une carte et qui est mise en demeure d'exister. Alors évidemment, vous avez la bombe atomique et c'est fort heureux, et vous avez le soutien de Trump, qui est assez problématique. Donc j'imagine la terreur que ce serait si Trump faisait avec le peuple israélien, avec Israël, ce qu'il a fait avec l'Ukraine, en disant on ne soutient plus, c'est terminé. Absolument. Nous, on veut ceci, on veut transformer Gaza en club méditerranéen, et si vous ne voulez pas de ça, alors on ne vous soutient plus. C'est problématique, votre équilibre est effectivement précaire. Absolument. Comme il reste que moins d'une minute, au final, je rappelle que vous avancez dans votre livre une idée passionnante à propos de cette collaboration qui, dites-vous, appelle une nouvelle forme de résistance. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'alternative, à part le fait d'analyser, de publier et d'être à contre-courant, mais comment vous voyez cette nouvelle forme de résistance face à cette autre collaboration? Je pense qu'on ne peut que combattre avec les armes qui sont les nôtres. Moi, j'ai mon âge, j'ai 66 ans, donc il n'est plus question de m'engager physiquement ou personnellement ou de prendre les armes. Mais la résistance, pour le coup, en ce qui me concerne, c'est de lire, c'est d'écrire, c'est de faire ce que je fais avec vous, c'est de créer un média. J'ai créé une revue qui s'appelle Le Front Populaire. J'ai le projet de créer
une chaîne de télévision, d'y inviter un certain nombre d'amis, de défendre ces thèses-là, de faire des films, d'aller sur place, de raconter un certain nombre de choses, c'est-à-dire d'être alternatif. Et que chacun fasse son travail là où il est. Ce serait déjà pas mal. Pardon ? Oui, je dis, ce serait déjà bien que chacun fasse son travail comme il voilà, le doit. Ce serait déjà beaucoup, oui. Merci beaucoup, Michel. On est arrivé vraiment au terme du temps qui nous est imparti. Je vous remercie en tout cas du temps que vous avez donné au Studio Qualita, et je souhaite aussi peut-être vous revoir pour un autre entretien dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, et à bientôt. C'est moi qui vous remercie.